Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour votre émission, le décryptage de la semaine avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican, consultant médias et communication, expert électoral par ailleurs, expert en gouvernance. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Romiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà. On va démarrer par nos plateaux donc de la matinée de ce 2 mai 2021. Agapit Napoléon Maforican, notamment l'entretien. Angèle Toboula recevait donc l'élu de la 8e législature, donc président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, Oden Aladati. Il a apprécié la sortie donc du chef de l'État à la faveur de cet entretien accordé donc à la presse internationale. Oden Aladati donc est revenu également sur le comportement des acteurs politiques. Globalement, qu'est-ce que vous notez justement dans cet entretien avec Oden Aladati sur nos antennes? Écoutez, d'abord, je suis un peu rectificatif. Vous allez dire l'élu de la 8e. C'est le conseil électoral. Non, je pense qu'on va... De la 8e législature. On va de la 8e législature. Exactement. Ah, voilà, ok, voilà. Merci. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir? On peut retenir deux ou trois choses rapides. D'abord, l'aisance, hein, sur le plan de la forme, l'aisance du député, président de la commission des lois. Il est dans son domaine. Je pense qu'il était dans, comme on dit, c'est comme un poisson dans son marigot. Hein, c'était plus simple. Mais j'ai retenu quand même que il a évoqué de fort belles manières, et quand ça vient du président de la commission des lois, c'est intéressant, la manière dont les réformes ont été lancées. C'est des réformes participatives, c'est des réformes consensuelles, c'est des réformes inclusives. Au départ, les élections ont lâché après. On a tenté de les récupérer, ils ont abandonné parce qu'ils étaient dans une logique guerrière, une logique de division, une logique de blocage. Ça, c'est important quand il le dit. Parce que lorsque l'extérieur parle de ces questions, il n'en parle pas suffisamment. Et nos médias, nous devons nous travailler à relayer suffisamment les conditions dans lesquelles les réformes de 2018-2019 ont été faites. Les conditions dans lesquelles les législatives de 2019 ont été faites pour qu'on ait un parlement comme on a aujourd'hui. Et on ne doit pas du tout avoir mauvaise allure lorsqu'on parle donc du Parlement de 2019. Je pense que c'est important et il est revenu là-dessus. Il a vécu la réforme du système partisan. Exactement. Effectivement, donc, et la paresse, il ne l'a pas dit, mais la paresse, l'incapacité de l'opposition à faire son front. Et je pense que c'est là les raisons qui ont motivé les blocages de 2019, entre autres. Parce que les gens étaient prêts à se retrouver et à haranguer, à discourir, à parlementer, mais ils ne sont pas prêts à constituer un front, à constituer un bloc, à abandonner leur velléité de leadership individuel, de petits princes dans le petit clan, de petits rois dans le petit royaume, dans le petit, donc les strapontés de présidents qu'ils ont, ils n'ont pas voulu les abandonner pour se fondre dans un grand ensemble. Et donc, alors que les autres partis, près de 200, 150, se sont retrouvés autour de l'UP, autour du BR, et n'ont pas été capables de le faire. Et donc, ils ont redouté que ça puisse fonctionner. Ils connaissaient déjà presque ici. Effectivement, vous avez raison, parce qu'il a quand même évoqué le cas de Alternative Citoyenne, son parti, qu'il y avait certains de ses militants, de leurs militants, qui avaient même pleuré quand on procédait à la dissolution de ce parti pour se retrouver dans l'UP. Je suis bien placé pour comprendre. Je l'ai dit, j'ai été à l'origine donc de la fusion des organisations professionnelles des médias en 2002-2003 pour créer l'Union des professionnels des médias du Bénin et le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel. Je me rappelle, en 2004. Je sais tous les efforts qui ont été consentis. Je sais combien d'émotions on a géré. Je sais combien de contradictions. Mais même dans ton propre camp, dans mon propre camp, où on s'était entendu, ça n'a pas été facile. Parce que l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin que nous dirigeons, que je dirigeais, que j'ai été élu en 2000 pour diriger, devrait disparaître. On a dit, mais Agathe, on ne t'a pas élu pour que l'UJPB disparaisse. On ne t'a pas élu. On nous dit, mais d'accord, mais les conditions ont changé. Nous devons aller vers des grands ensembles. Il a dit, d'accord, mais notre UJPB ne peut pas disparaître. C'est notre UJPB, c'est notre patrimoine. On est jaloux de ce... On est jaloux du patrimoine. On est jaloux. J'ai vécu ça. Je sais ce que j'ai laissé dedans, personnellement. Je sais, mais moi, je suis fier aujourd'hui. Même si les résultats je ne suis pas toujours content des résultats, je suis fier quand même que nous avons pu faire ça. Nous sommes la seule organisation professionnelle au Bénin
à régler ça. L'UNSTB l'a fait pendant la révolution. Dès que la révolution est terminée, ils se sont éclatés à nouveau. Mais au niveau des médias, on a essayé, même s'il y a d'autres organisations, les fêtières sont restées, même si elles ont besoin d'être réévaluées et d'être redynamisées, c'est quand même... Donc, c'est quand même un effort qui a été fait. Alors, si on revient à ces cas, ce n'est pas facile. Même si au départ on était d'accord, pour aller maintenant, pour créer l'acte, ça n'a pas été facile. Donc, je comprends la situation de l'alternative citoyenne, je comprends la situation des autres partis, mais ça a été fait. Ce qui compte, c'est que là, ça a été fait. Et ces unions ont été créées. L'extérieur n'arrive pas à en tenir compte. Et certains intellectuels cherchent là-dessus et parlent des partis présidentiels. Non, il n'y a pas de partis présidentiels. Lorsque vous regardez l'UP comme le BR, tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Beaucoup ont été avec Boniaï. Il y a des gens du FCB qui sont dedans. Personne n'a été écarté. Chacun a eu la latitude. D'ailleurs, l'inscription est parfois même en ligne. Chacun peut y aller. Vous pouvez vous inscrire dans un parti. Personne ne vous rejette. Après, on regarde peut-être si vous avez des cahiers, vous avez des ardoises, ou vous avez des cadavres dans votre placard. On peut peut-être au nom de la moralité. Mais ces partis prennent tout le monde. Donc, le chef d'État avait ouvert. Les séminaires ont ouvert le jeu. Chacun avait... C'était vraiment une réforme qui aurait pu être consensuellement gérée jusqu'au bout. Mais je veux que des gens ont eu peur de perdre l'extra-montée. Donc les résistances. Vous voyez les résistances là, ils ont résisté à quoi? Ils ont pu faire quoi si ce n'est pas faire des discours? Parce que ils n'ont pas confiance les uns aux autres. Regardez même aussi, prenez seulement FCBE. FCBE, c'est quand même une famille à l'époque. Mais dedans, est-ce qu'un débat a été fait? Un débat n'a jamais été fait. C'est la vision du timonier, du chef, du Boniaï. C'est sa vision qui passait. Qui bien que, je dis, le jour où on était, au Gabayaya, vont nous, l'un ou l'autre, l'un et l'autre, le jour où ils vont parler, ils vont dire la vérité au peuple. Pourquoi ils ont rejeté leur propre signature? Alors qu'on était dans le comité paritaire, présidé par Maître Adrien Ouedji. Le jour où ils vont le faire, les gens comprendront disons, le départ, d'où nos problèmes sont passés. Les problèmes sont passés. Est-ce qu'on ne devrait pas comprendre, Agapit Napoléon Bafori, quand on sait qu'on est redevable quand même envers celui-là qui a créé le parti, Agapit Napoléon Bafori? C'est pas un patrimoine. Et la réforme du système partisan a vocation à éviter les partis patrimoines. Aujourd'hui, l'UP appartient à qui? Les gens voient Bruno Amoussou, le patriarche. Mais ce n'est pas sa propriété. Demain, ça va être dans une... On parle d'un présidium, de la direction exécutive, ça va être dans du bureau politique. Et autour de Amoussou Bruno, vous avez des dinosaures, dans ce que nous appelions des dinosaures. Vous avez Nicolas Olé, vous avez Mathurin Kofinago, vous avez d'autres... Abraham Villoué, voilà, exactement. Donc, vous avez des personnalités qui, eux, à elles seules, incarnaient déjà les partis politiques aujourd'hui. Là, aujourd'hui, vous les avez. Et regroupés, ils sont plus forts. Vous regardez le BR, vous avez Aboulaye Biotchani, mais vous avez autour d'Aboulaye Biotchani, Badabassi, Kassa, le ministre Jean-Claude, Matissa Adidatou, vous avez un certain nombre de personnalités, au Kondola, par là, vous avez Abimbola jusqu'à hier ou avant-hier. Donc, vous avez quand même ces noms-là, dont beaucoup étaient du FCB avant. Alors, quand vous voyez ça, c'est cette volonté, ce que les gens n'arrivent pas à dire, c'est parce que les gens ont eu le courage de se fondre, qu'on a pu avoir cette réforme-là. Et c'est ça qui a tué l'opposition. Est-ce que ce n'est pas plus facile pour ceux qui soutiennent le gouvernement en place que pour l'opposition? Non, pas du tout, au contraire. Au contraire. C'est-à-dire que l'œuvre de fusion n'est pas facile. Je sais ce qu'on a... Nous, on était aux États généraux. On était aux États généraux. On a fait les 7 chantiers en 2002. On a signé les seuls chantiers des États généraux. Mais après, dans la mise en œuvre, les gens tiennent à leur strapoter, je vous l'ai dit. C'est pas facile de lâcher ce qu'on dirait. Parce que vous vous fondez. Regardez Abraham Gilobri. Regardez Mathieu Nago. Ils auraient pu être bien à la tête de leur parti, aller prendre le président de ci, le président de ça. Et puis ils sont chefs. Et ils négocient. Ils sont candidats à l'élection présidentielle. Après, ils négocient le second tour. Donc, aujourd'hui, il y a un présidium. Donc, c'est une seule personne qui parle. Ils peuvent être derrière. Mais ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça, demandez aux autres partis, pourquoi le PRD n'a pas osé
n'a pas réussi. Ils ont parlé de l'identité du parti, de l'histoire du parti, des couleurs, des symboles du parti. Mais on ne peut pas être émotif. On ne doit pas. Ces choses-là ne peuvent pas. C'est pas ça ne gère pas l'avenir. Ça, c'est vrai. On a du mal à abandonner les couleurs, les logos, l'hymne, la culture. Mais la vie est une dynamique. Il faut avancer. Il faut avancer. Et donc, l'opposition avait aussi la latitude de se fondre. Et donc, ça nous aurait donné quoi en 2019? Un grand bloc, peut-être de l'opposition, plus 2 blocs du pouvoir. Et vous avez vu ce que ça aurait donné aux élections. Donc, j'estime, quand les FCBE, certains se sont réveillés et ont dit non, non, on va offrir le récépissé à notre président d'honneur. Vous avez vu comment ils ont réagi? Ils n'étaient pas prêts. En fait, ils ne veulent pas de la réforme. Ils ont compris que... Pourtant, ils l'ont voté, ils ont quand même voté. Oui, mais après, ils se sont rendus compte que ça ne leur servait pas, ça ne servait pas leur intérêt, parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre ensemble. S'ils étaient mis ensemble, ils auraient pu. Ça ne servait pas leur intérêt. Tout tant que, en termes d'intérêt, ils en avaient, chacun avait son agenda. L'agenda de Boni Yahi n'est pas celui de Candidat Zelahi, qui n'est pas celui de Sébastien Germain Adjavon, qui n'est déjà pas celui donc de Komi Kouché. Et donc, chacun a ses agendas. Sans oublier les autres, les joueurs qui n'ont pas de parti, mais qui nourrissaient aussi d'ambition. Mais il y avait une cacophonie d'ambition au niveau de l'opposition qui n'a pas permis qu'ils se regroupent. Mais incapables de l'assumer, ils préfèrent rejeter sur les autres leurs problèmes. Nul ne peut se prévoir à ça, c'est un pur béninois quand même. Nul ne peut se prévoir à sa propre turpitude. Si vous n'êtes pas capable de vous regrouper, c'est la faute à qui? C'est ça. Si vous n'êtes pas capable de transcender vos divergences, de régler les questions de leadership, c'est la faute à qui? Et donc, ils ont voulu jouer un peu à la dilation, enfin, à la diversion. On a connu 2019, on a connu 2020, heureusement avec les FCBE, qui sont revenus cette année avec déjà 10% à l'élection présidentielle. Donc, l'aile FCBE, qui est là, qui est aujourd'hui leader de l'opposition, en tout cas qui est en position de l'être, a quand même marqué la position, la présence de l'opposition. On les appelle quand j'entends ces noms, sans les grands opposants, les opposants historiques, comme si certains sont nés avec le statut d'un opposant. On appelle Eric Amadougou aujourd'hui des opposants historiques ou bien. Alors qu'il y a la figure emblématique. Alors qu'il y a 3 mois, il ne s'opposait à rien. Il n'y a personne. Tout simplement. Il y a 3 mois. Il y a 3 mois. Le 2 février dernier, personne ne la connaissait, elle s'opposait à quoi que ce soit. Et pourtant, c'est comme si c'était la figure emblématique. J'ai lu des sites, j'ai écouté des reportages de l'extérieur, j'ai vu. Et on fait écrire sur les réseaux sociaux des opposants emblématiques. Mais ça, c'est inadmissible. C'est du mensonge, c'est du faux. Et quand on le dit, on le redit. C'est comme le disait Zinsou lui-même, il y a 4, il y a 5 ans. La répétition de ce qui est faux ne le transforme pas en vérité. Donc, on doit rétablir cette vérité. Je pense que le passage de l'honorable M. Martin à la date a permis quand même de revenir sur cette question d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, il se préoccupe de 2023, justement des législatives 2023. Vous parliez, et vous en aviez d'ailleurs parlé ici déjà, la mue que devraient donc observer certains partis politiques, que devraient avoir certains partis politiques, et surtout pour 2023, au regard des critères quand même, le seuil de représentativité, l'attribution des sièges, un certain nombre de choses, 2023, il faut qu'il y ait quand même une forte compétition à Agapit Napoléon Mafoika. Il y aura, je l'ai déjà dit. Aujourd'hui, c'est qu'on n'a même pas le temps de respirer. Le 2023, c'est déjà là. 2026 va, après 2023. Donc, c'est vrai, une journée est longue pour une vie. Mais après 2023 n'est pas si long pour la politique, pour le Bénin. Donc, si les acteurs politiques n'ont pas compris, et clairement, il faut le dire, c'est d'abord ceux de la majorité présidentielle, les partis d'appoint, le MOEL, le PRD, l'UDBN, le FCDB peut-être. S'ils ne se fondent pas, ils disparaîtront. Il n'y a rien à dire. Individuellement, ils ne peuvent pas. Moi, j'ai lu, tel a fait faux, tel a fait grâce au tel parti que le chef de l'État, tel a mobilisé tel endroit. C'est bien. Ça, c'est leur problème. S'ils sont heureux d'avoir fait ça, tant mieux. Mais bon, et après? C'est pas eux qui sont élus, c'est le chef d'État qui est Patrick Talon qui est élu. Mais eux, partis politiques, ils vont devenir quoi? Même s'ils rentrent au gouvernement, ils n'auront pas plus de 2, chacun.
Et pas sûr, ça fait 8 quand même. Hein. Pas évident. Mais enfin, Mais c'est pas moi qui nomme. 6 et bon, puis, les autres. De toute façon, même s'ils rentrent au gouvernement, ça ne leur donne pas le seuil de représentativité. Vous savez, les 10%, c'est important. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors quand tu le dis, c'est parce que tu n'aimes pas leur parti, parce que... Non, c'est pas... officiellement, je ne me suis pas encore inscrit quelque part. C'est pas qu'on n'aime pas, c'est pas qu'on fait la promotion pour un parti. Mais alors, mais comment voulez-vous? Il n'y a pas de place pour 3 partis, 4 partis de la majorité présidentielle. Il n'y en a pas. Au regard de la volonté du législateur, dans le cadre de la réforme du système partisan, il n'y a pas place pour 4 partis de la majorité présidentielle. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, les 10% là, le seuil là, dans la majorité, vous dites tous que nous sommes un parti, nous sommes dans l'action du parti talon, et vous aurez, il n'y aura pas plus de 2. C'est pas si on a 3, c'est déjà beaucoup. Donc, alors l'UP et le BR occupent déjà le terrain. Les autres, s'il n'y a pas crise majeure à l'UP ou BR, qui font partie des pans importants vers les autres partis existants, c'est pas évident que au niveau de cette partie-là, même s'ils sont représentés au Parlement, même s'ils seront au gouvernement, ils n'auront pas atteint ce seuil de représentativité. Est-ce que le consultant politique nous dit que, par exemple, le PRD, Moël Bénin ou l'UDBN doivent, ou ces partis, doivent se fondre dans les grands blocs de la majorité présidentielle? Ou former un autre bloc. Ou former un autre bloc. Ou former un autre bloc. Puis il n'y a plus d'alliance. Donc, s'ils ne sont... Chacun n'a qu'à examiner sa force. Regardez la présidentielle. Regardez déjà là où chacun fait son bruit, regardez un peu. Mais bon, la présidentielle n'est pas un élément, c'est pas un indicateur fort. Parce que bon, regardez dans l'OME par exemple, où le PRD est très fort, les gens ne sont pas sortis beaucoup. Bon, donc, quand on sera à législative... Encore que le PRD partage l'OME avec l'UP, le BR. Quand on sera à législative, ce sera différent. Mais là, le problème est, je vous ai dit, l'UP et le BR occupent déjà le terrain. Ils ont des députés déjà en place. Ils ont surtout des maires et des chefs de quartier, ils ont des maires et des chefs d'arrondissement et des conseillers. Ils ont le terrain. Alors, il faut cataclysme pour que les deux n'arrivent pas à atteindre les 10%. Alors, les deux, aujourd'hui, se partagent les 50%, les 100% au Parlement. Même si demain, ça doit évoluer, il faut voir combien. Je dis, il ne peut pas avoir plus d'une autre force politique de la majorité, éventuellement. Et là encore, c'est discutable. Alors, ça veut dire simplement que la terre appartient aux premiers occupants. C'est-à-dire que dans 2 ans, donc, même si vous créez un parti aujourd'hui, pour que le parti-là s'ancre dans le paysage et politique, ça prend du temps. Parce qu'effectivement, il faut l'ancrage. Hein? L'ancrage qui permettra d'avoir un certain nombre de performances. Donc, ce n'est pas moi, Maforicain, qui suis contre les partis. C'est une analyse d'un observateur de la vie politique béninoise depuis 30 ans, 25 ans, 20 ans, un analyste depuis 15 ans. C'est ça. Et ça ne peut en être autrement. Au niveau de l'opposition, la même chose doit se passer. Parce que FCBE, quand même. Il y a encore, à l'opposition, il y a la possibilité encore pour 2. Il y a la possibilité pour 2. Et c'est ça qui range la majorité, justement. 2 ou 3 pour la majorité, encore 2 pour l'opposition. Mais quelle opposition? Quand vous regardez aujourd'hui l'opposition FCBE, c'est une opposition, c'est dans des places à Rompé, c'est une opposition assez modérée. Assez modérée. Ils participent à l'animation de l'opposition, mais ils ne sont pas orduriers dans le langage. Ils sont peut-être critiques, mais pas orduriers. Ils ne sont pas à l'affront. Ils sont au positionnement. Quand vous regardez les démocrates, on ne sait pas encore qui ils sont. Est-ce que c'est un parti républicain, enfin de la République, ou est-ce que c'est un parti terroriste? On ne sait pas encore. Parce qu'à partir du moment où ce parti prend ancrage sur le paysage, avec des invectives, avec des menaces, et dont des membres, des membres charismatiques, on flirte avec l'appel à la désobéissance, à la violence, à l'insurrection, ça pose un problème. Mais bon, ce parti fait partie quand même du pôle radical. Et s'il maintient sa position sur l'échiquier, il peut avoir ses électeurs. Il aura ses électeurs. Donc, à moins que le MPL qui a existé avant les démocrates puisse se redynamiser. Mais là encore, l'opposition, c'est au maximum 2 partis. Donc,
on aura en 2023, sans de nouvelles réformes particulières, on n'aura pas plus de 5 partis politiques représentés au Parlement. Alors, aujourd'hui, vous avez pratiquement 5 autour du chef de l'État, sans oublier les mouvements, et vous avez les 2, et il s'annonce un troisième. Vous avez il y a 3 ou 4 de l'opposition, et il s'annonce un autre avec le duo, surtout Irénée Agossa, qui annonce un parti politique. Donc, là également, on va regarder. Donc là, c'est pour vous dire quoi? Que la compétition aura lieu. Parce que le terrain est en train quand même d'être occupé. La compétition aura lieu, le terrain est en train d'être occupé. Et ça, c'est l'un des succès du Patrice Talon à la tête de ce pays, la réforme des sympathisants. Ça, je pense qu'il en a parlé lors de son interview. C'est ça, les gens ont résisté, mais aujourd'hui, c'est une réalité. En 2023, on va sentir effectivement les effets palpables de cette réforme parce qu'il y aura la compétition électorale. Et là, les gens verront que le Bénin a fait un gros pas entre 200, 300 partis politiques ou clans politiques. On serait parti peut-être à une quinzaine de partis aux législatives. On aura pratiquement à peine 5 représentés au Parlement. En tout cas, ça c'est l'analyse du consultant. Et je pense qu'on peut prendre date et on verra ce qui va se passer. En tout cas, pour 2023, en fait, quand vous parlez de la compétition, il faut préparer la compétition. On commence par préparer quand je suis parti, en tout cas, on a quand même abordé ou parlé de quelques partis. Est-ce que je commence après la formation du gouvernement, du premier gouvernement, du second mandat, du deuxième quinquennat, j'allais dire, donc, ou c'est quand est-ce que je commence par me préparer alors, quand je me vois au Parlement en 2023? Écoutez, chacun doit jouer son rôle. L'élection présidentielle a porté à la tête du pays le président Patrice Talon. Soit vous adhérez à sa politique, vous le soutenez, mais vous ne soutenez pas Patrice Talon. Ce n'est pas son pays. C'est une politique qu'il porte. On est d'accord avec ce qu'il fait, on soutient. On n'est pas d'accord, on s'oppose. Si on le fait parce que, c'est vrai, la politique, comme je le dis toujours, quand tu es acteur politique et militant politique, c'est pour avoir accès à des positionnements, pour pouvoir faire tes preuves. Hein? On n'est pas politique pour les beaux yeux de quelqu'un. Mais au même moment, nous sommes dans un système présidentiel où il appartiendra au chef de l'État d'aviser de ce qu'il fera, de ses soutiens. Donc, c'est lui. Ça veut dire quoi? Si vous êtes un parti politique, vous ne pouvez pas attendre la formation du gouvernement actuellement pour vous projeter dans 2023. Parce que 2023, il y a 2 élections qui appartiennent aux partis politiques et une élection qui appartient ensemble aux partis politiques et à l'individu. Les élections législatives et communales appartiennent aux partis politiques. L'élection présidentielle appartient d'abord à un individu, puis c'est lui qui est candidat. Et maintenant, aux partis politiques, parce que c'est eux qui ont des élus qui parrainent. Voilà le champ. C'est partagé. C'est pas anodin. Il y a une logique dont M. Aladaté, l'honorable Aladaté, a parlé dans la matinée. Donc, c'est vous dire... Parce que les partis politiques, on voudrait toujours depuis des années que les partis politiques soient au cœur. Animent la vie politique. Animent la vie politique. Donc, ce qui va se passer au système, si vous attendez la formation du gouvernement, vous perdez. Vous perdez parce que tout le monde ne sera pas satisfait après la formation du gouvernement. Tout le monde ne peut pas être satisfait. Oui, oui. Les ambitions sont normales, elles sont légitimes, mais ne peuvent pas être satisfaites. Patrice Talon a beau vouloir, il a beau consulter, des gens ne sont pas contents. Il y aura des mécontents. Maintenant, de quelle manière ces mécontentements vont s'exprimer, ça c'est à voir. Et la gestion à faire de ces frustrations aussi. Non, je ne pense pas que les frustrations là auront un grand impact, sauf en cas de cataclysme. Je ne pense pas qu'elles auront un gros impact sur les élections législatives, dans la mesure où les frustrés, quand ils vont quitter, ils diront où? Pour créer quel front qui va être influent dans combien de temps? C'est compliqué. Donc, beaucoup seront obligés de faire comme une mauvaise fortune, bon cœur, et avancer. Mais alors, au cas où on va connaître quelques cataclysmes, ça se jouera dans la fusion des forces. Donc, comme je vous l'ai dit, la force de la majorité présidentielle, on peut en avoir 2 ou 3. Et les forces de l'opposition, 2. Mais pour moi, cet équilibre-là va être respecté d'une manière ou d'une autre. Peut-être avec de petites variantes. Parce que c'est quand même pas... Une élection ne se joue pas en analyse. Ça se joue aussi
sur le terrain. Exactement. Voilà. C'est le terrain qui donc, commande. Il y a l'analyse qui fait de la projection et il y a le terrain qui donne la réalité. Il y a tout de même, vous l'avez également souhaité, qu'il y ait quand même la continuité dans un certain nombre de réformes. C'est également l'avis de Odin Ladati, par exemple, parce qu'on se pose la question de savoir entre donc aujourd'hui et 2023, est-ce qu'il pourrait y avoir un réaménagement de nos tests, un certain nombre de choses. En tout cas, il souhaite qu'il y ait continuité des réformes et également avec la Sénat qui se restructure avec le Conseil électoral et la Direction générale des élections. Ouais, on est dans les réformes de 2018 et 2019. C'est la logique quand même. On ne peut pas réformer à tout bout de champ. Je pense que l'essentiel a été fait. Il peut y avoir des réglages, comme il a dit. Il peut y avoir quelques corrections. Il y a des tests encore au Parlement qui doivent être présentés et votés. Tout à fait. Donc, mais chambouler le jeu au niveau électoral, pas évident. Pas évident, pas évident. Mais, vous savez, tout avance, tout bouge, rien n'est statique. Également la liste électorale quand même, parce qu'après 10 ans, on a fini et voilà. Donc, il faut une liste électorale issue du RAVIP et tout ça. Il faut de toute façon que nous puissions moderniser et actualiser la liste électorale. La Cour constitutionnelle a essayé de rattraper un temps soit la situation, mais il faut maintenant qu'on ait la situation réelle et qu'on pose la vraie réflexion. Est-ce que, quand on dit 4 millions, 5 millions de bénévoles sont appelés aux urnes, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est parce que j'ai la majorité que je suis obligatoirement prêt à aller voter? Et parmi ceux qui ont la majorité là, combien sont encore au pays? C'est là, parce que beaucoup sont dehors. J'ai vu sur la liste électorale des noms, des enfants qui étaient dehors. Et dans les pays où nécessairement on n'a pas organisé les élections. Donc c'est pour dire qu'il faudrait peut-être trouver le mécanisme de gestion de la liste électorale pour qu'on ait réellement le nombre d'inscrits pour une élection donnée. Que le nombre de personnes en mesure d'être allées aux élections, ça c'est les statistiques, mais combien sont réellement inscrits sur la liste électorale, ça nous donnera de vrais taux de participation par rapport à nos élections. C'est important pour l'analyse, pour les données et pour une vue de comportement des populations. Sinon, nous avons une liste, jusqu'à présent, on a de l'épi virtuel, des gens virtuellement qualifiés pour aller aux élections. Les décès ne sont pas apurés, les majorités, ceux qui ont atteint la majorité, ne sont pas questionnés, ils sont automatiquement reversés sur la liste. Je pense qu'il faut effectivement gérer cette situation. Avec la NIP, j'espère que ça va se gérer. Ils sont là-dessus et gageons que les nouveaux organes au niveau donc de la gestion des élections puissent concourir ensemble avec la NIP à régler cette question. Très bien. Agapit Napoléon Mafolkan, on va évoquer maintenant, puisque vous le savez, le chef de l'État a accordé donc un entretien à RFI, en tout cas aux confrères de RFI et de France 24, justement. Nous allons en parler, nous allons en parler avec vous. Déjà, Agapit Napoléon Mafolkan, du point de vue forme, quelle appréciation faites-vous de cette sortie du chef de l'État? Ah oui, mais c'était quand même un entretien coriace pour ceux qui ont suivi l'heure 7 minutes. Tout à fait. 1h07. Ah, c'était poignant. Hein, c'est fort, c'est fort. Je pense que en fait, quand vous dites que c'est fort, est-ce que ce sont les mots utilisés? Non, le président a été bousculé suffisamment par les confrères. Évidemment, ils étaient dans leur rôle et aussi ils ont assumé leur position. C'est-à-dire RFI et France 24 sont restés dans une posture donnée par rapport depuis 2 ans. C'est comme si au Bénin c'est la dictature, c'est comme si au Bénin la démocratie est mise en veilleuse. Ils donnent beaucoup plus de la parole aux opposants. Bon voilà, font cas rapide des nuances que la majorité aussi ou que les autorités officielles du Bénin font. Ça, c'est une réalité. Et d'ailleurs, en face du chef de l'État, ils n'ont pas manqué de se faire avoir et directement par là, quand ils parlent, par exemple, vous avez dit qu'il faut que le développement d'abord, la démocratie après. Non, on y revient. Qu'il n'a jamais dit. Donc, je pense que c'était assez poignant. Comme je l'ai dit, chacun a assumé. La presse internationale présente a assumé son statut d'organe avec sa vision qui n'est pas toujours en adéquation avec la réalité du terrain. Le chef d'État qui a assumé avec sa réponse, parfois aussi directe et sans équivoque. Est-ce que quand même le chef de l'État, il n'était pas carré, rigoureux, faisant attention aux mots, par exemple, retorqué, par exemple? Il avait un peu tendu, c'est vrai,
Et on peut le comprendre, on peut le comprendre. On a vu des interviews. L'interview d'il y a 2 ans était beaucoup plus Relax, relax que ceci. Il revient. Vous savez, le chef d'État a tout fait pour éviter que la situation de 2019, et le gouvernement l'a fait. Vous savez, quand vous regardez les forces de l'ordre qui ont été agressées, l'État aurait pu prendre des mesures préventives en positionnant des blindés, des trucs à citerne à eau, des trucs pour bloquer ça. Mais si ce matériel avait été pris la partie, et l'État avait intervenu, ça aurait donné des résultats graves, des morts, que l'Occident et certains relais locaux allaient prendre comme si c'était, comme Bénin, c'est fini, c'est la tuerie, c'est la mort, c'est la guerre. Donc, heureusement, il y a eu une posture responsable que le gouvernement a adoptée et qui a dérouté certaines logiques guerrières des structures, tant locales qu'internationales. Et donc, ils poussaient les gens dedans. Ils veulent voir des cadavres là où il n'y en avait pas. Ils veulent voir la dictature là où il n'y en avait pas. Donc, je pense qu'il était un peu agacé à ce niveau-là. Mais il a répondu, il a répondu. Il a dit des choses aussi simples que nous avions l'habitude de stigmatiser ici. L'Occident veille sur sa sécurité. L'Occident travaille pour anéantir toute vérité terroriste. L'Afrique ne doit pas le faire, le Bénin ne doit pas le faire. S'ils le font, c'est la dictature, c'est la chasse à l'homme. Je pense que c'était la meilleure réplique qu'il a eu à faire dans l'émission. Et je pense que les deux confrères ont dû en avoir pour le grade parce que c'est une méprise de la souveraineté de nos États, même si on est pauvre, on ne manque pas d'intelligence. Et ça, d'une manière ou d'une autre, le chef d'État a répliqué cela. Et quand il parle de développement, que le président... Est-ce que il aurait choisi développement avant, démocratie après? Il ne l'a jamais dit. Il a répliqué comme d'ailleurs sur l'histoire des cadavres. Sur l'histoire des cadavres, mais ils ont été confus. Tout comme au niveau de développement, ils étaient confus. Et c'est dommage quand vous êtes... Moi, c'était même... Je n'ai pas de leçon à donner. Mais ils avaient l'air petits. Ils étaient embarrassés aussi devant les chefs de l'État. Parce qu'ils n'avaient pas de données. Ils relayaient ce qu'on leur donnait. C'est ça le problème. Parce qu'on dit, mais voilà, tel a dit, tel a dit. Je dis, non, j'ai eu le maire, il ne m'a pas dit ça. Je ne l'ai pas vu, on n'a pas vu. Mais ça, c'est... On dit, mais vous soutenez. Mais c'est à vous de donner la preuve. S'ils avaient, ils l'auraient sorti. Ils n'ont pas sorti. Donc, ça, c'est important. C'est le clou de... Mais combien de personnes ont fait attention à ça? Ils ne feront jamais attention à ça. Il appartient à nous, au pays, de le faire sortir. On doit avoir une position patriotique à ce niveau-là. Il n'y a pas... Les gens, ils vous assènent des logiques purement des consommations de leur culture, de leur lecture des choses. On ne peut pas. On est béninois. Moi, je suis béninois, je ne suis pas français. Donc, je suis béninois, je vis au Bénin, j'ai grandi, j'ai étudié au Bénin, je travaille au Bénin. Je ne peux pas avoir la logique comme eux, loin de ce pays, qui ont oublié, qui n'ont pas su que en 2018, les gens ont participé au séminaire sur les réformes, ils ont donné leur quitus, ils ont participé même au débat sur les lois, ils ont voté pour en l'unanimité, et après, c'est à la mise en œuvre qu'ils se sont bloqués. On leur a créé une communauté paritaire, ils ont abandonné, alors qu'ils ont signé les rapports. Mais combien de fois ils le disent? Ils ne le diront jamais. On va dire, bon voilà, au Bénin, il y a des violences qui ont débouché sur des morts, au moins 2. Mais c'est ça que vous allez lire. Mais combien de violences? Si on enlève là où les gens ont fait de la rébellion ou fait du vandalisme, quelle population du Bénin s'est soulevée lors des élections? Il n'y en a pas eu. Mais on dit, mais des élections émaillées de violence. Mais c'est faux, c'est du mensonge. Mais donc, on est dans des approches différentes. Il y en a qui ont envie de peindre en noir. Parce que le chef d'État a ramené les choses à l'endroit. Voilà, c'est ce que il les a confondus. Mais bon, eux vont continuer à écrire, parce que j'ai lu sur le forum, un peu s'inspirant un peu de tout ça. Bon voilà, on a continué à dire des choses. Des gens, voilà, arrestation. Bon, Agapit Mafouri, est-ce qu'on devrait quand même s'offusquer quand on sait que, justement, il y a des élites donc de ce pays, des anciens présidents de cour constitutionnelle, des sachants, qui, quand même, disent un certain nombre de choses qui sont seulement repris? Oui, mais ces gens sont dans des logiques
Parce que... Partisane. Bah, quand vous prenez Robert Dossou, il est avocat de la partie d'Eric Yamanouko. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas être avocat d'une partie et opiner en tant que sachant. Ça fait deux poids, deux mesures. Vous n'êtes pas indépendant. D'autant que, on est déjà arrivé, je n'ai pas envie de perdre du temps là-dessus encore. Questionnons l'histoire. Questionnons 2010-2011, avec Robert Dossou, président de la Cour constitutionnelle. Et par rapport aux élections de 2011. Et on verra. Donc, c'est-à-dire que les gens choisissent d'être amnésiques. Mais ça ne peut pas, c'est pas normal. Les gens ne peuvent pas choisir d'être amnésiques. Les gens doivent travailler à rappeler. Il faudrait que nous gardions la mémoire fraîche et que nous gardions les faits. Mais quand on choisit d'être amnésique, mais on travestit l'histoire. Et quand vous avez affaire à des organes qui ont des positions déjà tranchées sur la question, mais on leur donne la parole comme sachant, oubliant de dire qu'ils sont avocats d'une partie. Donc, il y a une mal-donne. Il y a une mal-donne. On n'est pas du tout dans la liberté d'expression. Enfin, on n'est pas du tout dans l'indépendance. On est dans le parti pris. Au niveau des organes de presse en question, on est dans le parti pris au niveau des sessions dont vous parlez. Donc, je vous ai dit, normalement, on prend les faits, date par date, les deux parties sont là, et on questionne la position, le comportement de chaque acteur. On verra qui a bloqué les choses. La politique, ce n'est pas un jeu d'enfant non plus. Les réformes sont des réformes. Quand c'est politique, il y a toujours des intentions derrière. C'est normal. C'est un rapport de force. C'est un argument. Est-ce que c'est contre des standards internationaux? Ce n'est pas contre des standards internationaux. On ne peut pas. C'est ça qui rend un peu indécent, enfin un peu embêtant la position du département d'État sur la question. Et bon, le chef de l'État a quand même trouvé que c'est légitime. Oui, qu'on s'inquiète. Je vous ai dit, je pense avoir dit ici que c'est des positions de principe. Mais après, ça fait dire, c'était comme si, c'est dit dans un article comme j'ai lu, que voilà, le département d'État s'inquiète, et voilà, le Bénin est sur orbite. Non, je pense que ce qui se fait sur la base de logique. Et d'ailleurs, lorsque vous avez vu le procureur sorti, le procureur spécial de la Criette, on a demandé qu'il sorte de cet cas, mais il est sorti sur un cas encore plus grave. Les munitions, un accident peut-être banal, et, chance pour nous, des munitions saisies. Ça va. Vous allez faire quoi avec? Donc, il y en a, j'ai l'impression que les gens attendent d'abord que le feu prenne avant de courir pour dire qu'ils veulent sauver. Donc, ils ne saluent pas les anticipations. Ils ne donnent pas acte aux anticipations qui nous permettent de régler et d'empêcher le pire. Je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Bon, vous savez souvent l'image que nous avons quand même des sous-officiels, l'image que nous avons des personnalités publiques. On estime que bon, il y a toujours une source de contre-vérité, en fait, pas de contre-vérité, mais en tout cas d'économie de vérité. Donc, est-ce que on se retrouve souvent dans cet environnement, Agapit Napoléon Maforik? Non, c'est-à-dire que dans le cas de certains médias devraient faire un peu d'effort parce que voilà, les gens pensent que c'est les médias tropicaux, les médias africains, les médias béninois qui ne sont pas professionnels. Non. Moi, je pense que ce que moi j'écoute depuis 2 ans sur le Bénin, ce n'est pas, je m'attaque à personne, mais je ne vois pas de professionnalisme. Je dois le dire, je ne vois pas de professionnalisme. Hein? Le journaliste donne les informations dont il est sûr, dont la véracité est avérée. Le moindre doute l'oblige à une plus grande circonspection ou à s'abstenir. Mais j'écoute sur les médias internationaux des trucs qui sont vrais, qui ne sont même pas vrais, qui sont fausses, qui sont faux. Parce que relayés par des gens qui sont contre le système, mais relayés par des médias. Quand on dit des élections émaillées de violence, non, les élections n'ont pas été émaillées de violence. Les élections se sont déroulées très bien, dans beaucoup d'endroits, très bien. Il n'y a pas eu d'émaillé de violence. Les élections où les populations ont boudé les urnes, c'est pas vrai. Les populations n'ont pas boudé les urnes. Et ainsi de suite. Alors, donc, lorsque vous écoutez ces choses, vous vous demandez, mais à quel rôle on les a assignés? Quel rôle ils jouent? Ce n'est plus les médias. On est à la veille de la journée internationale de la liberté de la presse. Mais justement, la liberté de la presse, ce n'est pas seulement les médias qu'il faut regarder. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans la presse. Avant qu'on en parle, Agapit Napoléon Maforik, quand vous évoquiez justement cette sortie donc, de procureur spécial de la Criette, on a eu droit quand même à cette collusion entre un minibus et un bus, 56 sacs de cartouches, 70 000 munitions. C'est quand même des faits
très grave. Beaucoup ne croyaient pas au plan de déstabilisation qu'évoquait le gouvernement. Ce n'est pas moi de les convaincre. Hein. Je pense que si la dernière sortie du procureur spécial ne les a pas convaincus, qu'ils attendent les éventuels procès. Je pense. Parce que je ne pense pas qu'on puisse faire autre chose. On a déjà fait ce travail de mission, d'explication. Le chef de l'État, sa sortie, doit avoir convaincu, doit avoir permis à certains de comprendre. La sortie du procureur spécial, c'est quand même pas. On va quand même pas dire que c'est l'État même qui a mis des trucs et a fait son accident. Quand même, des gens ont été pris, des gens ont parlé. Alors, si l'État n'a pas besoin d'exprimer un accident, il suffit de bloquer le véhicule à un endroit donné pour un contrôle de routine, par exemple. Donc, mais pourtant, il y en aura d'incrédules qui vont dire, oh non, mais voilà, on les connaît, mais c'est le régime, parce qu'ils ne veulent pas que la vérité éclate au grand jour. Mais la vérité, on dit, le mensonge peut prendre l'ascenseur, comme dirait le chanteur. Même la vérité, en empruntant l'escalier, va toujours finir par prévaloir. Donc, je pense que c'était beau, c'était bien quand il y a eu cette sortie du procureur spécial. Si les gens n'ont pas eu peur, si les gens n'arrivent pas à comprendre que quelque chose de grave est fomenté contre le Bénin, que les Bénins doivent s'unir pour éviter la déstabilisation. Moi, je pense que la politique ne peut pas nous amener à une telle incrédulité. On doit pouvoir quand même faire confiance à nos institutions, à nos organes, à nos lois, à nos dirigeants, pour que tout le monde concourt à la sécurité collective. Certains sont restés quand même sur le soif à Capite Napoléon Mafourcane. On s'attendait à avoir des informations sur les nombreuses arrestations dont nous avons entendu parler. Par exemple, Joël Aïvo, d'autres également. Comme je vous l'ai dit, si le procureur spécial le juge utile, il le fera. C'est à lui qui a les dossiers, c'est à lui de faire ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. Donc il sait quand il va sortir. C'est pas à moi de... Et donc, qu'on patiente. Les dossiers à son niveau. Les dossiers sont à son niveau. Comme patient, le chef d'État l'a dit. C'est quand même pas... On n'a pas regardé en l'air en ramassant les gens. Il y en a qui sont là, qui injurient, qui critiquent. Et M. Aïvo n'a pas été pris lors de sa première critique. Il a quand même eu suffisamment de temps pour le faire. Donc si... Bon, après, on ne peut pas interdire aux gens de supputer, de spéculer. On ne peut pas interdire. C'est normal. On parle de la liberté de quelques gens. Donc du coup, c'est normal que ça suscite des réactions. C'est normal que ça frustre certains. Parce que c'est leurs parents, c'est leurs amis, c'est leurs collègues. Après, l'État également doit exister. Et l'État doit s'affirmer, l'État doit être là pour protéger les populations les plus sensibles, les plus vulnérables. Si d'autres pensent qu'ils peuvent s'auto-protéger, l'État doit protéger tout le monde, la sécurité collective. Donc, ce n'est pas les mêmes rôles, ce n'est pas les mêmes émissions. Et donc, vous comprenez que le procureur spécial est libre quand il le voudra. Donc, de donner plus d'informations. S'il estime le juge utile, si le juge il n'est pas tenu, attendons les procès. Très bien. Agapite Napoléon Mafourcane, demain, c'est le 3 mai, c'est la journée internationale de liberté de presse. Le Bénin qui, aujourd'hui, se retrouve au 114e rang au regard donc du classement de Reporters sans frontières. Des questionnements se font entendre à propos de la liberté de presse au Bénin. Vous qui avez été donc conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, quelle lecture vous faites de tout ça? La liberté est une quête quotidienne, qu'elle soit de presse, qu'elle soit de religion, qu'elle soit individuelle, c'est une quête quotidienne. Au Bénin, est-ce que les médias sont libres? Oui, ils sont libres de créer ce qu'ils veulent, ils sont libres d'aller et de venir, ils sont libres d'enquêter sur le sujet. Après, est-ce qu'ils sont libres réellement? Est-ce qu'ils sont libres du point de vue social? Est-ce qu'ils sont libres du point de vue économique? Non, la liberté politique existe, la liberté de fait est là. La liberté réelle, elle a une quête quotidienne. Voilà. On ne peut pas faire la presse comme l'Occident le fait également, je le dis. Et je le pense. Il y a des contrôles, il y a des présenteurs, il y a beaucoup de situations. Sur l'Afrique, hein, nos différents pays vivent des situations qu'on ne peut pas juger. Donc, Reporters sans frontières fait des classements sur la base d'un classement d'indicateurs. On respecte parce que lorsqu'on était premier en 2002, quatrième en 2003, on était heureux. Alors, donc, c'est logique que lorsqu'on est 112e, 114e aujourd'hui, qu'on l'assume et qu'on travaille pour. Je pense que le ministre Ronla a d'ailleurs fait contre mauvaise fortune bon cœur. Il a dit on travaille, on continuera à ce travail. Et que c'est un appel aux professionnels pour qu'ils redoublent d'efforts. Je pense qu'il appartient également aux fêtières de se redynamiser. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de léthargie actuelle. Ce n'est pas les fêtières qui font la média, mais un organe, une profession a besoin
d'être vivifié, d'être redynamisé, de bouger. Il faut des leaders qui accompagnent l'animation du... Mais ce n'est pas toujours la meilleure collaboration entre les fêtiers et l'instance de régulation, la RAC. Non, les fêtiers, ça aussi, ils ne jouent pas le même rôle. Il n'y a pas de chacun dans son rôle. Les fêtiers doivent travailler à plus de professionnalisme de terrain et à évoquer et à recenser les problèmes et maintenant à discuter avec l'organe de régulation et l'État. Je pense qu'il y a un travail à faire, je pense, hein, au niveau du Bénin. Déjà, comprenons que depuis 10 ans, et le développement des technologies de l'information et de la communication, les médias, il y a un boom aujourd'hui, il y a une évolution telle que je me demande même si les fêtières ne sont pas dépassés. Vous avez plein de web TV, web radio, des journaux en ligne, finalement, qui ne sont pas animés, toujours pas des professionnels, et qui échappent au contrôle de l'organe de régulation. Alors donc ça va dans tous les sens. Et finalement, c'est pas qui est journaliste, qui ne l'est pas. Donc, il y a... Mais c'est normal, c'est le temps, c'est l'environnement d'aujourd'hui. Ça va finir par se rétrécir, pas être régularisé. Donc, c'est normal, c'est le développement, à mon avis, normal des médias au regard du développement technologique. Et donc, il faut faire avec, il faut voir loin, il faut commander court, il faut prévoir, il faut être là, il faut anticiper. Il faut étudier, il faut analyser, il faut proposer. Je pense que c'est ça, étudier, analyser, proposer. Je pense que les fêtières doivent travailler là-dessus. Il y a eu une table ronde sur les médias récemment avec le CNPA Bénin. C'est bien, mais on peut aller au-delà parce que bon, nous on est un organe quand même, une télé, donc tout le monde n'est pas questionné. Bon, voilà, je pense qu'il faut faire un travail suffisamment profond. Et soumettre des propositions à l'État. Il ne faut pas que les relations organes de régulation soit toujours des conflits sur la base des questions, à mon avis, de matériel, d'autres matériels. Non. La question de la liberté de la presse, il faut peut-être la poser au regard des pesanteurs sociologiques et de la situation économique du pays. Et pour voir, est-ce qu'on a besoin tant d'acteurs dans le secteur? Est-ce que notre économie ouvre des perspectives à tant d'intervenants? Alors donc, il y a beaucoup de choses qui est là, qu'on peut analyser et qui n'ont rien à voir avec la situation mondiale et certaines grandes démocraties qui ont des habitudes et une culture en la matière qui ne sont pas les nôtres. Je pense qu'il y a à continuer la réflexion, il y a à continuer à se battre pour se maintenir. Mais on peut dire avec fierté que la presse béninoise use de sa liberté. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les web TV, avec la presse béninoise, les journalistes béninois usent de leur liberté. Parce qu'il arrive effectivement à lutter. Cette liberté, le rang indépendant, je ne sais pas. Ça, c'est un autre sujet. Très bien. La réflexion donc doit se poursuivre. Agapit Napoléon Africain, merci beaucoup. Vous êtes donc notre consultant politique, consultant médias et communication, expert en gouvernance. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi votre décryptage, donc le décryptage de la semaine. Toute l'équipe donc de Dimanche C'est Politique vous revient dimanche prochain. D'ici à la portez-vous bien, agréable suite de soirée sur nos antennes. Après, nous vous suivrez donc Noumi Ngbassa avec Dasogyo. Bonne soirée à chacun et à tous.